Marine Le Pen est à nouveau candidate à la présidentielle. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça faisait 6 mois, 1 an, allez, on va dire 8-9 mois, que tout le monde était d'accord pour dire bon, bah maintenant c'est Bardella le candidat. Les sondages, ça sondait principalement Bardella. Marine Le Pen, on la voyait plus trop dans les médias. Et tout le monde, moi le premier, était quasiment sûr que l'inéligibilité, bah, elle serait conservée en appel. Et il se trouve, vous l'avez probablement vu, on en a déjà parlé un petit peu hier, que en fait, en termes d'inéligibilité, elle pourra se présenter. Parce que du coup, elle a plus que 15 mois ferme et 30 mois avec sursis d'inéligibilité, ce qui fait qu'elle a déjà purgé 12 mois d'inéligibilité, et donc en gros, elle sera éligible pour les présidentielles, elle peut y aller. Cependant, bah là, elle est sous bracelet électronique, quoi. Parce qu'elle a pris 1 an ferme, aménageable sous forme de bracelet électronique, et 2 ans avec sursis. Donc du coup, là, le scénario, c'est que Marine Le Pen peut aller à la présidentielle, mais ça serait sous bracelet électronique. Et donc du coup, hier après-midi, on était en mode, qu'est-ce qui va se passer? Elle va y aller? Ou c'est trop galère? Elle va laisser Bardella y aller comme prévu, etc., etc. Et donc elle était aux 20h de TF1, elle a dit, oui, je serai candidate à la présidentielle. Sous bracelet électronique ou pas? Et là, c'est compliqué, ça va être un peu technique. On va essayer justement de faire les différents scénarios possibles. Parce qu'en fait, c'est pas juste elle a accepté son jugement, elle est partie avec bracelet électronique. Je vois quelqu'un qui dit non, pas de bracelet. Alors là, c'est compliqué, c'est technique en fait. Ça va dépendre de la Cour de cassation, notamment du timing de la Cour de cassation. Est-ce que le verdict sera en début d'année 2027 ou est-ce que ça sera 12 à 18 mois comme pour une procédure normale? Est-ce que la procédure sera accélérée comme la procédure en appel a été accélérée ou est-ce que la procédure sera non accélérée? Voilà. La Cour de cassation, parce que du coup, elle a décidé de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation, du coup, c'est en gros, c'est quelque chose qui doit aller réviser le jugement en appel. La Cour de cassation doit trancher, est-ce que le jugement était legit? Et donc, du coup, ça change rien. Ou est-ce que la Cour de cassation casse la décision, le verdict de la Cour d'appel pour dire on doit repartir et refaire un jugement en appel. Repartir pas de zéro, mais repartir voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une cour de cassation. La cour de cassation a le pouvoir de casser une décision de justice précédente en disant il y avait un truc qui clochait dans la décision de justice, on annule et on refait un procès. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle ça une cour de cassation. Ok? Et donc hier, on en discutait sur le chat, on était en mode genre elle va y aller, elle va pas y aller, est-ce qu'elle va faire la campagne sous bracelet? On n'avait pas trop parlé du pourvoi en cassation, parce qu'a priori, le pourvoi en cassation, en termes de timing, ça serait foireux de fou. Et devinez quoi? C'est foireux de fou ce pourvoi en cassation. Il y a un monde où tout se goupille très bien pour elle, il y a un monde où elle se fait niquer totalement. Il y a un monde où c'est pire que si elle s'était pas pourvue en cassation. Parce que là, elle aurait pu dire ok, j'ai mon bracelet, j'y vais. Ok. Mais là, en gros, elle s'en remet à une décision ultérieure qui sera peut-être avant la présidentielle. Il y a un monde où au final, là du coup, comme elle s'est pourvue en cassation, elle n'aura pas le bracelet électronique directement. Mais il y a un monde où la décision de la Cour de cassation tombe au début de l'année. Début 2027, début janvier 2027, la Cour de cassation avait dit qu'elle pourrait faire une procédure accélérée pour que ça tombe début 2027. Auquel cas, si la Cour de cassation confirme le jugement en appel début 2027, on va lui poser son bracelet électronique au cœur de la campagne. Ce qui est vraiment ultra foireux en termes de timing. Donc il y a un côté qui tout double. Il y a vraiment un côté qui tout double, mais c'est encore plus compliqué que ça parce qu'en fait, le juge d'application des peines peut décider qu'en fait, son bracelet électronique, ils lui mettront, mais décalé de quelques mois, et donc du coup, elle a son bracelet électronique que après la présidentielle. Mais on ne sait pas. Il y a plein d'inconnus. Il y a 4 inconnus. Est-ce que la décision de la Cour de cassation est suspensive par rapport au jugement en appel? Est-ce que selon une jurisprudence de 1993, peut-être qu'elle pourrait redevenir inéligible en attente de son procès en cassation? Mais c'est pas sûr. Premier inconnu. Deuxième inconnu, est-ce que la Cour de cassation tout simplement va casser la décision en appel ou confirmer la décision en appel? Troisième inconnu, le timing du verdict de la Cour de cassation. Est-ce que ça sera début janvier comme prévu ou est-ce qu'ils vont décider qu'en fait ça sera après la présidentielle? Et quatrième inconnu, je me souviens plus, le timing sur la pose du bracelet. En cas de bracelet électronique, est-ce que le juge d'application des peines décidera qu'elle a le bracelet en pleine campagne ou après la campagne ou suffisamment avant avec un aménagement de peine pour qu'au bout de 6 mois, tatati tatata. Donc il y a au moins 4 inconnus, donc ça fait plein de scénarios différents, à peu près 2 puissance 4 scénarios différents, c'est-à-dire 16 scénarios différents. En fait, ils sont en mode pile ou face, ouais, voilà. Elle fait un gamble, elle prend un pari risqué, c'est qui tout double, c'est en mode genre, bon, il y a un monde où le timing judiciaire m'arrange, je peux faire ma campagne sans bracelet électronique, let's go. Mais il y a un monde où c'est encore pire parce qu'on lui pose le bracelet en plein cœur de la campagne. Et ça la fout mal. Parce que quand même, quoi qu'on dise, même si la base électorale de Marine Le Pen, qui votera RN quoi qu'il arrive, c'est 20-30% de Français qui, eux, s'en battent les couilles, voteront RN, mais peu importe ce qui se passe, eux, ils vont quand même voter pour elle, même avec le bracelet électronique. Est-ce que ça gagne une présidentielle, une campagne sous bracelet électronique? Est-ce que tu gagnes un second tour avec un bracelet électronique à la cheville posé en pleine campagne? Ça la fout mal quand même. Pour le premier tour, je pense que voilà, ça dérangera pas tant que ça sa base. Mais pour le reste, pour gagner un second tour d'une élection présidentielle, jusqu'à preuve du contraire, il faut élargir un peu sa base. Voilà. Est-ce que ça va pas rabaisser son plafond de verre, le fait de faire ça en bracelet électronique, quoi?
Il y a aussi le cas de la cassation avec retour à la situation de première instance, c'est-à-dire inéligibilité de 5 ans. Oui, mais ça, c'est pas clair. C'est un débat de juristes, c'est un débat de docteurs en droit. Est-ce que c'est suspensif, la Cour de cassation, et surtout, est-ce que du coup on retourne au jugement en première instance, ou est-ce que c'est juste dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, elle est blanchie dans l'attente, entre guillemets, elle est blanchie dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Ça, c'est pas sûr. Il y a une jurisprudence qui date de septembre 1993 qui amène certains spécialistes du droit à penser que peut-être, dans l'attente du jugement, elle serait à nouveau inéligible. Mais c'est pas sûr. Mais si c'est le cas, encore une fois, ça va dépendre du timing de la Cour de cassation. Si il se trouve que par jurisprudence, jurisprudence, ça veut dire qu'il y a déjà eu une décision en amont prise par la justice et on se réfère à une décision antérieure sur un procès différent. Vous voyez ? Si cette jurisprudence-là s'applique et qu'elle redevient inéligible, se pose encore la question du timing du verdict de la Cour de cassation. Imaginons qu'au final, elle est inéligible dans l'attente du verdict de la Cour de cassation. Elle redevient inéligible parce que c'est sa première peine en première instance qui est appliquée. Si c'est le cas, mais que la Cour de cassation tranche et rend son verdict en janvier 2027, il y a moyen qu'il fasse ça, et bien à ce moment-là, ça ne change rien en fait. Vous voyez ? Si par contre elle redevient inéligible en attente de son jugement en cassation et que le procès de la Cour de cassation se fait dans un délai de 12 à 18 mois, les délais normaux non accélérés, à ce moment-là, elle serait inéligible pour la présidentielle. Donc il y a plein de scénarios possibles. Moi, le truc de la jurisprudence de septembre 1993, j'y crois pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu du copium sur les bords, mais on ne sait pas. Donc il y a plein de scénarios. En tout cas, ce qu'on peut retenir d'ores et déjà, c'est que c'est un gamble de fou. Elle est en mode, je m'en bats les couilles, j'y vais, je m'en bats les couilles. Ça passe ou ça casse. Mais je vais pas laisser ma place à ce fils de pute de Bardella qui veut me voler mon job. Et je m'en fous. Voilà, j'emmène mon parti avec moi dans les limbes et dans les enfers, ou alors je deviens présidente. Pour moi, c'est un peu ça qu'elle a fait. Elle a vraiment fait le truc de j'y vais en mode bulldozer, on verra. Elle est en mode Inch'Allah. Voilà, Marine est une grosse forceuse. Bah ouais. Et moi, je pense qu'il y a un peu d'ego là-dedans. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a de l'ego. Il y a le truc de j'y vais, je m'en bats les couilles. Et il y a le truc de Bardella. Elle a pas envie de laisser son parti se faire bouffer par Bardella. C'est le parti de son gros daron le nazi. C'est son parti familial. Elle a pas envie de se faire bardeller son propre parti. Voyez ? Et elle a beaucoup d'ego, évidemment. Elle a énormément d'ego, quoi. Donc moi, je pense que la décision, c'est pas forcément un truc ultra réfléchi, coup de billard à 3 bandes, selon les informations, ça devrait le faire en timing judiciaire. Elle se dit, il y a un monde où ça passe, le timing judiciaire m'est favorable, je fais ma campagne sans bracelet électronique, let's go. Il y a un monde où ça nique ma campagne parce que au cœur de la campagne présidentielle, on me pose le bracelet et ça fout la merde de fou. Voilà. Ils ont peut-être aussi compris que Bardella allait se fracasser. Ouais, il y a aussi une théorie qui dit Bardella va se faire fracasser. Mais peut-être que Bardella va aussi prendre trop d'importance au sein du parti. Du coup, je préfère, moi, Marine Le Pen, me fracasser moi-même. Je préfère m'auto-saboter à coups de bracelet électronique plutôt que laisser Bardella prendre mon parti ou devoir saboter Bardella. Ou que Bardella sabote mon parti. Voilà. Au lieu de remettre le destin de son parti, le destin présidentiel du Rassemblement national, dans les mains de Bardella alors que c'était pas prévu, elle préfère prendre le risque, le gros risque de niquer sa campagne à coups de bracelet électronique plutôt que de laisser à Bardella le risque. Vous voyez ? Et ça, d'ailleurs, j'ai vu un tweet qui allait dans ce sens-là. Donc, c'est le chef du service politique de. Comment ça s'appelle du Huffington Post, Romain Herreros, que je connaissais pas, voilà. Journaliste au Huffington Post, chef de service politique, qui a dit ça. Opinion personnelle. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Opinion personnelle. Marine Le Pen elle-même ne croit pas à son élection. Sa candidature semble avant tout servir à neutraliser l'option Bardella et à sécuriser près d'un demi-siècle de mainmise familiale sur la principale offre politique d'extrême droite en France. En vrai, c'est pas con. C'est vraiment pas con. On parle quand même d'une candidature qui part d'une condamnation et d'un aménagement de peine sous bracelet électronique. Une condamnation pour détournement de fonds publics. Fillon, c'est un enfant de cœur à côté. Bon, à nuancer, je sais pas exactement. Mais oui, il y a un côté, voilà. Moi, je pense que c'est plan A, plan B maintenant, Marine Le Pen. Elle se dit, il y a un monde où le timing judiciaire m'est avantageux et je peux faire ma campagne tranquillement et je serai en mode genre, regardez, ils ont voulu m'abattre, mais je m'en sors. Et si elle gagne la présidentielle et se gracie, elle fait comme Donald Trump a fait la dernière fois. Vous voyez ? Ça, c'est son plan A. Et plan B, ça passe pas. Elle nique sa campagne avec cette histoire judiciaire, mais au moins, effectivement, elle a neutralisé l'option Bardella, elle a sécurisé près d'un demi-siècle de mainmise familiale sur la principale offre politique d'extrême droite en France. Voilà. Moi, je pense que c'est plan A, plan B. Elle espère en se disant, alors peut-être que la justice va m'être favorable, parce que là, c'est des trucs très techniques. Et après, c'est comme ça que ça fonctionne, le droit et la justice. Parfois, c'est très, très technique, il faut chercher la faille, il faut chercher le truc où il n'y a pas trop de jurisprudence pour pouvoir se démerder et passer entre les mailles du filet. Vous voyez, c'est souvent ça la justice, surtout quand c'est des gros poissons et des gros bourgeois comme ça. Donc je pense qu'elle se dit, il y a un monde où ça passe, et si ça passe pas, dans tous les cas, au moins, je vais pas me faire voler mon parti par Bardella. Et puis voilà, elle y va tête baissée, elle décide de faire ce pari-là. Est-ce que c'est une bonne décision de sa part ? Je sais pas.
Disons que si le timing judiciaire lui est favorable, oui, c'est une bonne décision de sa part. Mais si le timing judiciaire lui est défavorable, juste imaginez, Marine Le Pen condamnée en cassation. Condamnée en cassation, ça veut dire définitivement condamnée. Ça veut dire qu'elle a été définitivement condamnée, son innocence, sa culpabilité a été prouvée jusqu'à la dernière instance judiciaire française. Il n'y a rien au-dessus de la Cour de cassation. Il y a un truc au-dessus de la Cour de cassation, mais c'est pas la loi française, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ils en ont vraiment quelque chose à foutre, le Rassemblement national de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils aiment ni l'Europe ni les droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, bon, je pense qu'elle la saisira si jamais la Cour de cassation confirme sa culpabilité. Mais ça veut dire que, imaginons, et c'est un scénario qui est très plausible, parce qu'à la base, la Cour de cassation avait dit, si jamais elle se pourvoit en cassation, Marine Le Pen, ça sera janvier 2027, dernier délai de notre décision, procédure accélérée, pour trancher l'inéligibilité, justement. Mais là, il n'y a plus l'histoire d'inéligibilité. Donc peut-être que la Cour de cassation ne fera pas de procédure accélérée, mais vu qu'il y a l'histoire de bracelet électronique et qu'il y a quand même un risque de trouble de l'élection présidentielle, il y a quand même fort moyen qu'ils fassent leur procédure accélérée comme ils avaient dit. Vous voyez. Donc imaginez juste, la Cour de cassation, la dernière instance, l'instance la plus haute dans le système judiciaire français, tranche et dit, oui, Marine Le Pen, vous êtes bien coupable. Maintenant, tu vas aller enfiler ce bracelet électronique. En pleine campagne, en janvier 2027, au cœur de la campagne. 5 mois avant l'élection. Le premier tour qui sera le 18 juin, quelque chose comme ça. C'est un risque énorme. Ça peut niquer totalement sa dynamique, quoi. Voilà. Et la cassation ne juge pas le fond, mais la forme. Donc elle est factuellement coupable. Oui, voilà. La cassation juge la forme du procès en appel. Elle juge pas le fond. Elle dit, est-ce que le procès en appel s'est bien déroulé? Est-ce que tout était OK sur le procès en appel? Les procédures ont bien été respectées? Ou est-ce que le procès en appel était foireux et en fait, ils n'ont pas pu prendre une décision qui était la bonne? Mais ils ne statuent pas sur la décision en soi. Ils statuent sur le processus du procès en appel. Voilà. Donc là, on peut dire qu'elle est coupable en appel, mais il y a quand même ce truc où, voilà, tant que la Cour de cassation n'a pas tranché, elle peut quand même encore se cacher derrière son petit doigt et dire non, je prouverai mon innocence. Après la Cour de cassation, ça sera pas possible. Ça sera juste plus possible, quoi. Et donc, si cette décision intervient en janvier, début janvier 2027, et il y a quand même vraiment moyen que la Cour de cassation fasse ça, et que la décision d'appel est confirmée, là, ça met un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen pour la présidentielle, qui est vénère, hein. Qui est vénère. Mais la Cour de cassation en janvier, l'aménagement pour le bracelet peut mettre du temps. Pas sûr qu'elle passe la campagne avec le bracelet. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en termes de timing, il y a deux, il y a deux possibilités. Enfin, il y a deux variables en termes de timing. Il y a à quel moment la Cour de cassation rendra son verdict. Est-ce que ça sera début janvier 2027, comme ils avaient dit, ou est-ce qu'au final, ils feront une procédure non accélérée, premièrement. Et deuxièmement, et après, que décidera le juge d'application des peines sur le timing de la pose de son bracelet? Imaginons, si la Cour de cassation décide de rendre son verdict après la présidentielle, c'est niqué. Elle fera sa campagne sans bracelet, à moins qu'effectivement la Cour de cassation soit suspensive et qu'elle retourne à son inéligibilité. Mais ça, c'est vraiment pas sûr. Moi, je préfère écarter cette option. Voilà. Donc, on va écarter cette option. Si jamais la Cour de cassation rend son verdict après la présidentielle, elle fait sa campagne sans bracelet, elle est très bien, elle est en mode je suis innocente, tant que la Cour de cassation n'a pas dit regardez ma cheville, il n'y a pas de bracelet, non? Voilà. Mais s'il y a la procédure accélérée, il y a encore une inconnue, c'est que fera le juge d'application des peines? Le juge d'application des peines, ce qu'il doit faire, corrigez-moi, hein, les spécialistes en droit, si je dis de la merde. Le juge d'application des peines, c'est OK, le verdict a été rendu, la peine a été prononcée, maintenant c'est de quelle manière on va appliquer la peine. Et donc typiquement, ça va être, t'as été condamné à 1 an de bracelet électronique, quand est-ce qu'on t'enfile le bracelet? Est-ce qu'on te l'enfile maintenant? Ou est-ce que pour des raisons diverses et variées, on va décider de te l'enfiler dans 2, 3, 4 mois? Et après, le juge d'application des peines peut aussi dire, bon, pour bonne conduite, tu le gardes que 6 mois au lieu de 1 an. Ce genre de choses. Donc si jamais la Cour de cassation début janvier décide que, non, confirme le procès en appel, et dit Madame Le Pen, ça sera bracelet électronique à partir de maintenant. Il y a encore le juge d'application des peines derrière qui doit trancher sur le timing de la pose du bracelet électronique. Et le juge d'application des peines peut très bien décider que vu qu'il y a les conditions exceptionnelles de l'élection présidentielle et qu'elle est favorite, etc. dans les sondages, le bracelet sera posé après la présidentielle. Typiquement, je ne sais pas, en juillet par exemple, ou même en juin 2027. Donc ça fait plein d'inconnus, comme vous le voyez. Ça fait plein d'inconnus. Donc il y a un monde, il y a sur tous les scénarios possibles, il y a 1 ou 2 scénarios où Marine Le Pen s'en sort très bien, et tous les autres scénarios, ça va mettre un caillou dans sa chaussure pour la présidentielle, ultra vénère, quoi. Ultra vénère. Donc elle prend un gros risque en faisant ça. Elle prend un gros risque. C'est qui tout double? Je sais pas dans quelle proportion elle a des chances que ça lui soit avantageuse, et dans quelle proportion elle a des chances de se faire niquer. Je sais pas si c'est du 50-50, du 70-30 ou quoi que ce soit. En vrai, j'en sais rien. Mais elle prend un gros risque.
Elle prend un gros risque. Et pourquoi elle prend ce gros risque? Moi, je pense qu'elle en a rien à foutre et qu'elle est en mode genre, bah, let's go. On verra bien. J'ai pas fait toute ma vie et toute ma carrière. J'ai pas pris le relais de mon daron, d'un parti fondé en 1972. Tout ça pour, au final, me coucher face au juge rouge et laisser ma place à ce petit insolent de Jordan Bardella. Moi, je pense vraiment qu'elle se dit ça et qu'elle est en mode, bah, qui tout double. Qui tout double. Mais il y a vraiment un scénario où on se fait baiser le cul et qu'elle fait sa campagne sans bracelet et que la justice est inefficiente. Mais il y a aussi un scénario tout aussi probable, peut-être même plus probable, je sais pas exactement, où elle se fait niquer. Et la question, c'est quoi le pire comme adversaire pour la présidentielle? C'est Marine Le Pen sous bracelet électronique avec une pose de bracelet au cœur de la campagne? Ou c'est Bardella? Je sais pas. Dans tous les cas, par rapport au scénario initial de Marine Le Pen sans procès. Merci Elias pour le raid. Let's go. Installez-vous les Elias Zouz. Installez-vous. Alors il y a moyen qu'on fasse des redites par rapport à ce qu'a dit Elias. Là on était justement à se poser les questions des différents scénarios pour la présidentielle par rapport à Marine Le Pen. Il y a moyen qu'on fasse des redites. En plus on en a discuté assez longuement avec Elias hier soir à faire les différents scénarios. Mais voilà, là j'étais un peu en train de finir ce que je disais. J'étais en train de dire, bon dans tous les cas Marine Le Pen a fait un gros gamble, un gros pari très risqué. Pas sûr que ça lui joue pas des tours, quoi. Voilà. Moi, je voulais un débat, le vieux versus Bardella. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Moi aussi, je le voulais. Écoutez. En cas de mode quitte ou double, il faut aussi prévoir un scénario type 6 février 34 si le jugement ne plaît pas à Marine Le Pen. Genre des ligues, des grosses manifs d'extrême droite qui veulent tenter de faire un putsch. Oh, ils sont pas très organisés l'extrême droite quand c'est pour prendre la rue. Hein. Quand c'est pour battre le pavé, l'extrême droite, voilà. Hein. Genre vraiment pour se baver dessus et dire elle va arriver la guerre civile, il y a trop d'arabes en France. Ah ouais, pour aboyer il y a du monde, pour mordre il y a plus personne, voilà. Bon, ça j'y crois pas. Comme Trump là, il a fait sa tentative de coup d'état, de prise du Capitole, au final ça a flop de fou quoi. Parce que les droitards, à un moment donné, il y a quelques droitards très très énervés et dangereux, je dis pas. Hein. Mais voilà. Marine Le Pen, rappelez-vous quand même, pendant la réforme des retraites, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, qui était un truc où ça a chauffé fort. Hein. Ça a chauffé fort. C'était l'insurrection quasiment. À Paris, c'était une dinguerie, une manif sauvage tous les jours. Ça a cramé des portraits de Macron, place de la Concorde devant l'Elysée. Ça a chauffé. Hein. Ça a chauffé fort. Marine Le Pen, elle était là à dire n'allez pas dans la rue, votez pour moi en 2027 et j'approcherai la réforme des retraites. C'est pas dans l'ADN de l'extrême droite actuelle d'aller battre le pavé pour tenter de faire une insurrection ou quoi que ce soit. Hein. Pas trop. Ça, c'est la gauche qui fait ça. C'est nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. N'oubliez pas. Et toi, Ribot, tu penses que Maria Carolina, mon cul sur la commode? Non, c'est Bourbon des deux Siciles. Mais c'est marrant parce que mon cul sur la commode, c'est autant de syllabes que Bourbon des deux Siciles. Est-ce qu'elle va quitter Bardella vu qu'il sera pas président de la République? Alors moi je l'ai déjà dit, je pense que leur amour est sincère. Voilà. Hot take. Attention, c'est un avis brûlant. Moi je pense que l'amour entre Bardella et Maria Carolina Bourbon des deux Siciles est un amour sincère. Pour une simple et bonne raison, c'est les mêmes coquilles vides, pourries, demi-habiles, tout naze. Bardella, c'était le plan B Osef de Marine Le Pen, sans talent, une coquille vide, un personnage médiatique depuis son plus jeune âge. Et Maria Carolina Bourbon des deux Siciles, c'est la même chose, un personnage médiatique depuis son plus jeune âge, une coquille vide nulle, vraiment la branche pourrie de la maison pourrie des deux Siciles, tout le monde s'en bat les couilles dans la royauté de ces gens-là. Et Bardella, c'est pareil, c'est les mêmes coquilles vides, nulles à chier, demi-habiles. Donc moi je pense qu'ils sont vraiment trouvés, hein. Vraiment, il y a des analogies à dresser entre les deux. Hein. Voilà. Maria Carolina, la princesse la plus gaise de l'histoire de l'aristocratie française. Bardella, le dauphin le plus gaise de l'histoire de la plutocratie française, vous voyez. Donc je pense qu'ils sont un peu reconnus l'un l'autre. Je pense qu'ils ont eu des discussions en mode genre, on a le même vécu au final. Tous les deux des grosses coquilles vides, hyper médiatisées, nulles. Qui essayons de gratter des gens plus famous que nous, quoi. Vous voyez. Je dirais que Maria Carolina Bourbon des deux Siciles est à l'aristocratie, à la noblesse, ce que Jordan Bardella est à la politique française, quoi. Voilà. Donc moi, je pense qu'ils se sont trouvés. Je pense qu'ils s'aiment d'un amour pur et sincère. Voilà. Je mourrai pas sur cette colline, mais j'aime bien cette take. Voilà. Et d'ailleurs, Bardella, il est sorti que avec des meufs. Pour monter dans la hiérarchie de l'extrême droite française, hein, à la base. Voilà. Hein.
Sa première meuf, c'était Kéridouane Châtillon, la fille de Frédéric Châtillon, président historique du GUD, ce truc de gros néofasciste de l'enfer, proche de Marine Le Pen, ami d'enfance de Marine Le Pen. Donc pour monter dans les milieux d'extrême droite, etc., il était avec Kéridouane Châtillon. Alors je sais pas s'il l'a fait exprès pour ça, mais il se trouve qu'il y avait quand même une... Bon voilà, c'était raccord. Et c'était qui sa meuf suivante après Kéridouane Châtillon? Nolwenn Olivier, la nièce de Marine Le Pen. Donc c'est la première fois qu'il a une meuf qui est pas directement liée à l'extrême droite française. Donc je pense que c'est parce que cette fois-ci, il a vraiment trouvé l'amour. Voilà. Son ex est dans l'équipe de campagne. Mais oui. Bardella s'est hissé à la force de sa tub. Ah ouais, non, c'est le carriériste originel. Hein. Voilà. Ah, il a couché pour réussir. Hein. C'est vrai. Ce mec est un gros opportuniste, c'est malheureusement pour cette raison qu'il a un avenir politique, cette crevure. Ouais, c'est un opportuniste, mais c'est aussi un gros nul. Donc, bon, voilà. C'est pas un gay refoulé et homophobe. Si j'étais moi-même LGBT, peut-être que j'irais sur ce genre de considération, j'en sais rien. Mais je suis trop hétéro pour commencer à avoir ce genre de discussion. C'est pas mon... Non. Regardez, est-ce qu'il y a le tag LGBT là sous ce Twitch? Non, il n'y a aucun tag, il y a juste français, tiens. Voilà. Il n'y a pas le tag LGBT, donc les trucs un peu comme as, gardez-les pour vos streamers homosexuels, s'il vous plaît. Voilà. Vraiment, je le dis sérieusement. Enfin voilà quoi. Bon, du coup, j'ai un peu fait le tour du sujet que je voulais dire là, les différents scénarios, machin bidule. On lit cet article là ou pas? Marine Le Pen s'accroche à la présidentielle entre déni et passage en force. En vrai, ça. Bon. J'ai déjà un petit peu dit. Hein. Vous voulez lire l'article? Parce que là, tout ce qu'on vient de dire et de discuter là depuis 20 minutes, ça recoupe un petit peu ce que dit l'article, quoi. En vérité. Donc je sais pas. Hein. Alors juste, est-ce que le replay de France Inter est sorti? C'est un peu une redite, ouais, on est d'accord. Putain, le replay. Mais sortez ce putain de replay là, vous êtes sérieux? Si, de quoi je voulais parler sinon? Je peux faire un peu de politique fiction maintenant. Par rapport à Bardella et Le Pen. Ah, on peut parler un peu plus de Bardella. Vous, c'est quoi votre ressenti sur Bardella? Vous pensez que Bardella il a le seum? On en parlait hier avec Onibaku. Est-ce que vous pensez que Bardella il a le seum, il va essayer de faire un move? Est-ce que vous pensez que ça va être la méga crise en interne au sein du RN? Ou est-ce que vous pensez que Bardella, ce gros bébé cadum, il va dire oh pardon maman Le Pen, j'ai essayé un peu de prendre trop de place dans le parti, je vais retourner sous les jupons de ma mère. Sa mère étant Marine Le Pen dans l'analogie. Gigasum. Mais vous pensez que ce gigasum va amener un move de la part de Bardella? Ou est-ce que vous pensez que Bardella, ce gros bébé, au final, il va retourner dans les jupons de Marine Le Pen? Sum plus pas de move avant 2032. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec ça. Hein. Bardella, il va rien faire. Ouais. Il va rien faire ce cuck. Je parie sur la scission. Je pense que le pouvoir est trop proche pour que ça explose de suite. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que ça va exploser après 2027. Je pense que Bardella, il va dire pardon Le Pen. Pardon Marine. On va pas dire pardon, mais voilà. Marine Le Pen, elle va dire bon, Bardella. Tu t'es brûlé les ailes près du soleil comme Icare, mais je ne t'en veux pas, mon fils. Reviens à la maison, je ferai de toi mon Premier ministre. Et peut-être qu'après, elle fera même pas de lui son Premier ministre. Hein. Peut-être qu'elle va se servir de lui, là, comme d'un bon communicant, enfin un bon communicant entre guillemets, pour accéder au pouvoir en 2027. Et que si elle accède au pouvoir, elle va dire bon, bah Bardella, merci pour les services rendus, mais là, je vais mettre mes plus proches lieutenants et noyauter le pouvoir maintenant. Allez, casse-toi. Il y a moyen qu'elle fasse ça aussi. Voilà. Moi, ça me semblerait bien ça me semblerait tout à fait plausible de la part de Le Pen. C'est ça où Le Pen décide de saboter Bardella et l'éjecter avant. Mais je pense qu'elle le fera pas dans le cadre de la présidentielle. Ou t'as le scénario aussi où Bardella du coup décide de s'en prendre à Marine, d'avoir le seum et de dire putain, j'étais à ça d'être président, fais chier. Je sais pas. Là, la question se pose. Là on est vraiment dans de la politique fiction, mais c'est des questions qu'on peut se poser aussi en vrai. Je préchote qu'il a un seum latent, mais mais qu'elle le fera pas Premier ministre et qu'il se barrera pour montrer son petit truc de merde après. Moi je vois bien un scénario comme ça. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Si Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir, je pense qu'il finira par se faire un peu éjecter au bout d'un moment, comme elle avait fait avec Florian Philippot à un moment donné. Quoi. Voilà. Ne pas oublier qu'à la base, Bardella, c'est un outil pour Marine Le Pen. Hein. C'est en mode genre, il est bien celui-là. Vous allez me le mettre central dans le parti, là, comme ça il fera le tour des plateaux télé pour dédiaboliser le RN. Hein. C'était ça à la base. À la base, Bardella, c'était ça. C'était l'homme de la dédiabolisation du RN. Regardez ce petit jeune qui a grandi à Saint-Denis, tatati tatata. À la base, c'était le petit toutou de Marine Le Pen qui était là pour faire le tour des plateaux télé et dédiaboliser le parti. Et avant Bardella, elle avait Florian Philippot pour ça, qui avait un profil un peu différent, qui passait très bien sur les plateaux, qui était un très bon communicant, qui avait un truc un peu plus souverainiste de droite, un peu moins facho pur jus, qui savait s'adresser aussi à une partie de la jeunesse finalement, parce qu'il avait de la hype de fou sur le forum de jeuxvideo.com le 18-25, il avait fait des refs là, avec un petit Risitas sous la tasse, et il avait ce côté-là. Jean-Philippe Tanguy, c'est différent, je pense. Est-ce que Jean-Philippe Tanguy sera le prochain Jordan Bardella? Il a le potentiel. Hein. Il a le potentiel. Hein.
Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment en mode lieutenant cercle proche. Je sais pas, j'arrive pas à cerner Jean-Philippe Tanguy là. J'arrive pas à cerner ce mec. Il m'énerve parce que j'arrive pas à le cerner totalement. Là, il y avait son interview chez Samzira, il y a des moments, il dit des trucs, je suis en mode, mais gros, mais qu'est-ce que tu fous au RN? Qu'est-ce que tu branles au RN, pauvre con, quoi? Samzira qui lui demande, c'est quoi ta plus grande peur, Jean-Philippe Tanguy? Jean-Philippe Tanguy lui répond, ma plus grande peur, c'est que cette période de tolérance dans laquelle on vit actuellement ne soit qu'une parenthèse. J'ai peur que tout cela se termine. Cette période de tolérance qu'on a depuis quelques décennies. J'ai peur que tout ça ne soit qu'une parenthèse au chantier dans notre société. Mais je suis très d'accord avec cette take. Mais du coup, qu'est-ce que tu fous au Rassemblement National, du con? C'est vous qui allez mettre fin à cette parenthèse, l'extrême droite? T'es sérieux? J'arrive pas à le cerner, Vraiment, son interview chez Samzira, je l'ai pas regardé en entier, mais tous les extraits que j'ai vus, j'étais en mode... J'arrive pas à le cerner. J'arrive pas à ne pas avoir... Bah après, c'est un racelard et tout, donc qu'il aille se faire foutre. C'est un adversaire politique. Très dangereux en plus. Je pense qu'il est vraiment dangereux, Jean-Philippe Tanguy. Mais malgré tout, j'arrive pas à avoir... Pas une forme d'empathie, mais genre... Presque une fascination. Je suis en mode... J'arrive pas à le cerner. Et je suis en mode... C'est bizarre, il est pas comme les autres du RN. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Tanguy, c'est un facho pas fâché. Je sais pas, c'est un homme fort du RN, donc non, c'est qu'il aille se faire foutre. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et puis c'est un racelard, sans ça il serait pas au RN, et les racistes, on les emmerde, évidemment. Mais il y a un côté où il a un profil tellement par accord avec le reste du RN, il y a des moments où il a l'air vraiment sincère, et tu vois l'être humain derrière le personnage politique, je suis en mode trop bizarre, vraiment. Et ça me saoule. Mais peut-être qu'en me posant la question Jean-Philippe Tanguy, ça va me faire... peut-être s'il me fait me poser les bonnes questions. Peut-être que pour comprendre ce que c'est que l'extrême droite contemporaine, l'extrême droite de 2026, réfléchir très fort à ce que représente Jean-Philippe Tanguy, c'est une très bonne piste de réflexion. Je sais pas. C'est pas un dog whistle raciste, genre les musulmans vont interdire l'homosexualité. Bah je pense qu'il y a de ça en vérité. Je pense qu'il faut peut-être pas réfléchir plus loin que ça, quoi. Peut-être que pour lui, cette parenthèse enchantée de tolérance, ceux qui vont en mettre fin, bah, c'est les Noirs et les Arabes et les musulmans et le grand remplacement, parce que c'est rien que des masculins homophobes, antisémites, et que voilà. Et qu'au contraire, lui, il voit le RN, il voit l'aspect réactionnaire du RN comme étant une manière de préserver la France dans laquelle lui, il a pu s'épanouir. En tant qu'homosexuel en plus, vous voyez. Je pense qu'il voit les choses comme ça, à sa propre manière. Mais je suis en mode, c'est voilà comme du coup ça fait réfléchir à ce que c'est que l'homonationalisme, l'instrumentalisation de tout ça par l'extrême droite pour mieux taper sur les noirs, les arabes, les musulmans, les jeunes de banlieue, etc. Ouais, c'est complètement sa take, quoi. Pour moi, il y a de ça, hein. Il y a vraiment de ça. Mais du coup, je sais pas, j'ai presque une espèce d'empathie bizarre par rapport à ça. Mais qu'il aille se faire foutre, il a pas le bon prise de lecture, et en dernière instance, c'est un raciste. C'est ce qui explique mon incompréhension par rapport à lui. C'est que c'est un raciste, et que moi, je n'arrive même pas à comprendre comment un mec qui a l'air relativement intelligent comme lui peut être raciste à ce point, et obsédé par des trucs comme le grand remplacement et l'islam. C'est peut-être ça en fait, genre je sous-estime comment le racisme peut ronger le cerveau d'un individu, même si l'individu n'est pas forcément le plus débile du lot, quoi. Voilà. Merci Toutouf44 pour le Prime. Mais il est dangereux justement parce qu'il joue bien cette sincérité-là. Il est suffisamment intelligent pour s'en servir à son avantage, oui. Mais j'ai l'impression qu'il est sincère premier degré en plus quand il fait ça. C'est ça qui est horrible. J'ai l'impression qu'il est sincère dans ses convictions, et ses convictions sont un peu compliquées à débunker, et en plus ça se base sur des affects que voilà, quoi. Après, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Si moi-même j'étais homosexuel, peut-être que je serais en mode genre... J'ai le seum contre ce bâtard et que je pourrais être vent debout contre le truc que je viens un peu d'expliquer, quoi. Mais est-ce que c'est mon rôle de le faire? Moi, qui ne suis pas LGBT. Bah peut-être pas, quoi. Voilà. Le RN a voté contre la fin des thérapies de conversion PTDR. Ouais, bah... Je suis avec toi, Ribo, même feeling. Bah oui, c'est pas une hot take, hein, ce que je dis là. C'est pas une hot take. Je suis pas le premier à le dire, quoi. Mais ouais. Jean-Philippe Tanguy, personnage assez fascinant, je dois le dire. Hein. Mais du coup, il m'énerve. Attendez, quoi? Pardon, j'ai posté mon premier commentaire sans me présenter. Mais y a pas de souci, Docteur Sponge, hein, tu fais comme tu veux. Hein. C'est Twitch ici. Hein. Tu peux arriver, premier message du chat, dire Eh Bardella, gros FDP. Y a pas de souci. Hein. Pardon, j'ai posté mon premier commentaire sans me présenter. Du coup, bonjour Ibo, bonjour le chat. Je suis nouveau ici. Juste pour te dire merci pour le boulot que tu fais. J'ai découvert il y a pas longtemps sur YouTube, c'est un régal. Bah merci à toi, Docteur Sponge, pour ces messages. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah là là. Énormément d'homos, hommes miso-racistes à l'extrême droite. Bah ouais, et puis ça c'est un des faits du Rassemblement National, en vrai. Il y a pas mal d'homosexuels au Rassemblement National et des gros pontes du parti, quoi. Voilà. Et bon, pour comprendre ça, il faut comprendre le concept d'homonationaliste, quoi.
qui est un concept relativement simple. Hein. Voilà, c'est des gens qui se disent bon, bah là, il y a une tolérance des homosexuels en France qu'il n'y avait pas il y a 30-40 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'homophobie, hein, évidemment. Ça ne veut pas dire que Je ne l'homophobie a sais pas ce disparu. que c'est que le super profit. Il y a encore de l'homophobie. Et l'homophobie actuelle en France, c'est pas oh, l'homophobie maintenant, c'est les Noirs et les Arabes et les musulmans qui sont homophobes. Les Blancs maintenant, ils sont plus homophobes. Non, 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 non. De la bonne vieille homophobie à l'ancienne, y compris l'homophobie de l'extrême droite, elle existe toujours. Je veux dire, par rapport à, je sais pas, il y a 30-40 ans, il y a une plus grande acceptation quand même des homosexuels en France, au détriment parfois d'autres LGBT plus marginalisés et plus victimes de discrimination, comme les personnes trans déjà, premièrement. Ce qui fait que voilà, il y a un phénomène d'homonationalisme où il y a des gays d'extrême droite qui sont en mode genre, la France, la glorieuse France, le glorieux drapeau bleu, blanc, rouge, la belle France éternelle garantit mes droits et garantit ma place dans la société. Du coup, je suis d'extrême droite parce que j'ai peur des Arabes. Enfin voilà, c'est plus compliqué que ça, hein, l'homonationalisme. Mais au RN, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et voilà. Les homos au FN sont des faire-valoir. Si j'arrive au pouvoir, ils les jeteront. Bah, je suis même pas sûr. Hein. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Marine Le Pen, c'est pas une espèce de lesbienne refoulée qui a plein d'amis gays? La question mérite d'être posée premier degré. Hein. Bon, sur le lesbienne refoulée, j'en sais rien. Mais elle vit avec son ami à élever des chats. Et la moitié des cadres de son parti sont homosexuels. Bon, j'exagère un peu le truc, mais genre, c'est pas la vieille extrême droite à l'ancienne quand tu regardes ça. Premier degré, c'est pas la vieille extrême droite à l'ancienne, quoi. Et pourtant, ça veut pas dire que l'extrême droite de nos jours n'est plus homophobe. Vous voyez, mais c'est complexe. C'est complexe. Et encore une fois, je suis pas le plus à l'aise pour parler de ça parce que moi, je suis hétéro, donc j'ai peur de dire des dingueries et de parler au nom de personnes qui n'approuvent pas mon discours. Et juste, voilà, j'ai peur de sortir un peu du périmètre qui m'est imparti. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Médo pour le 5e mois consécutif. Il faut qu'on te mandate, voilà. Alors s'il y a des LGBT sur le chat, n'hésitez pas à me dire non, ça va tranquille, voilà. Et si par contre je sors un peu de ce que j'ai le droit de dire, n'hésitez pas à me le dire aussi. Hein, voilà. Si vous m'attrapez la veste en mode genre, le blanc hétéro là, tu vas te calmer par contre. Je ne sais pas ce que N'hésitez c'est pas à que me le le dire, super premier profit. degré. Roite avec le concernisme, pitié. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des sujets. Moi, le concernisme, c'est pas binaire, tu vois. C'est pas en mode genre, je n'ai rien le droit de dire si je ne suis pas concerné. Et c'est pas en mode la parole doit être uniquement monopolisée par les seuls concernés. C'est pas binaire comme ça, quoi. Mais voilà, moi, c'est le truc premier degré. Moi, je suis là, il y a 1500 personnes sur le chat, j'ai une parole qui est quand même relativement écoutée. J'essaie par rapport à ça de pas trop dire de la D, quoi. Voilà. Il y a des trucs où en mode, à un moment donné, c'est un sujet auquel je me suis moins intéressé que beaucoup de gens qui sont concernés. Donc, voilà. J'essaie. Si vraiment j'étais dans une vision de concernisme pur, je parlerais même pas de ça. Je serais en mode genre, non, je n'évoquerais même pas ces choses-là par peur de ne pas avoir le droit de les dire, quoi. Mais quand même, voilà, c'est surtout sur l'humour. Parce qu'avoir un discours sur l'homonationalisme, etc., t'as pas besoin d'être homosexuel ou LGBT pour l'avoir, évidemment. Mais plus, quand tu fais des petites blagues, des petits trucs, des petites réflexions, il y a des trucs, voilà, là-dessus, est-ce que j'ai le droit de les faire ou pas? Parfois, je me pose la question. Et je pense que c'est plutôt sain de se poser la question. Tant que je suis pas en train de marcher sur des œufs toutes les 10 secondes, ça va, quoi. Ça va. Bref. Bon, bah voilà, en tout cas, pourquoi on parlait de Jean-Philippe Tanguy? Ah oui, est-ce que Jean-Philippe Tanguy sera le prochain Jordan Bardella? En vrai, on peut commencer à se poser la question. Hein. Parce qu'il faut regarder aussi l'histoire du RN sur le temps long. J'ai oublié de remercier un sub encore, je suis désolé, je suis de moins en moins régu par rapport à ça. Merci Tikanis pour ton 18e mois. Merci beaucoup. Tu pas de Laurent Wauquiez qui a trahi Retailleau. On en a parlé un peu hier, mais là on parle du RN. Et oui, n'hésitez pas à offrir un sub. N'hésitez pas à offrir un sub à Onibaku, évidemment. Voilà, qui est à poil dans le chat, à poil avec sa hache. Je ne sais pas ce que Merci c'est que le Pierrick super Balcanin. profit. Merci beaucoup pour le sub. Soutien à toi, mais attention avec le lien racisme-bêtise. Il ne permet pas vraiment de lutter correctement. À mon sens, ça nous place en supérieur et ça ne permet pas vraiment de politiser le problème. Et à quel point le racisme structure la pensée des FAF. Alors tout à fait. Moi je fais un lien entre comment dire, l'anti-intellectualisme et la bêtise. Il y a un rapport à la bêtise dans l'extrême droite et il y a un rapport au racisme, mais c'est pas le racisme, c'est de la bêtise, tu vois, genre. Mais après, moi c'est un truc que je dis souvent, c'est quand l'extrême droite rend bête, l'extrême droite range le cerveau. Et quand tu regardes l'anti-intellectualisme, c'est une des grandes constantes du fascisme et de l'extrême droite, à travers les âges, quoi. Donc pour moi, je veux avoir un discours sur la bêtise et l'extrême droite. L'extrême droite avilit la pensée humaine et rend bête. Et l'extrême droite est évidemment liée au racisme. Enfin, il n'y a même pas besoin de l'expliquer, quoi. Mais c'est pas binaire, c'est pas en mode les gens sont racistes parce qu'ils sont cons. Voilà, le lien est plus compliqué que ça. C'est que généralement, il se trouve que l'extrême droite, ça rend à la fois, c'est à la fois être raciste et ça rend bête. Après, il y a des personnes qui sont très intelligentes à l'extrême droite, hein, dans les vraies personnes d'extrême droite, on va dire. Les vrais intellos de l'extrême droite, les gens qui sont des vrais fascistes convaincus
des intellectuels organiques du fascisme, etc. Eux, c'est des personnes parfois qui sont très intelligentes, quoi. Mais le fascisme en tant qu'idéologie avilit la pensée humaine et donc rend bête, entre guillemets. Voilà. Moi, ça, c'est un truc que j'ai pas envie de m'arrêter de dire, mais c'est pas en mode les gens sont racistes parce qu'ils sont bêtes. Non. Le racisme, après, rend bête. Parce que l'extrême droite rend idiot. Le racisme, ça met un voile sur ton pensée qui t'empêche de penser les choses droitement, on va dire. Je ne T'empêche sais de pas ce bien que c'est penser que la le société. superprofit. Ça te met un voile sur ta pensée qui fait que ça te rembête. Parce que tu as des causes pour expliquer les phénomènes de ce monde qui sont ultra biaisés par ta vision et ton prisme de lecture raciste. Donc je dirais que le racisme rend bête plus que les gens sont racistes parce qu'ils sont bêtes. Vous voyez ? De la même manière que l'extrême droite, de manière générale, l'idéologie au complète, dont le racisme est évidemment un truc absolument central, rend bête. Parce que ça met un voile sur la pensée qui t'empêche d'avoir un prisme de lecture adéquat, quoi. J'ai bien formulé ce que je voulais dire, je suis content. Merci Charna pour ton mois d'abonnement. Et merci Tomatosan pour le sub offert à Audibaku. Bah écoutez, petit train de la hype, on peut y aller sur le petit train de la hype, quoi. Voilà. Mais oui, alors désolé, je pars un peu dans tous les sens. De toute façon, là, on est en just chatting. Après, on passera à notre petit react par la suite. Mais oui, aussi, pour essayer de comprendre peut-être un peu ce qui va se passer, ce qui peut se passer avec Jordan Bardella, parce qu'on a déjà parlé assez longuement des différents scénarios. Voilà, je répète ce que je disais. Pour moi, Marine Le Pen, elle se dit, vas-y, j'y vais. Bulldozer, c'est qui tout double. Si ça foire, tant pis. Si ça fonctionne, si le timing judiciaire m'est favorable, tant mieux. Dans le pire des cas, je laisserai pas mon parti à Bardella et voilà, je rendrai honneur au vieux père Le Pen qui lui jamais se serait couché devant les juges rouges. Vous voyez, moi je pense que c'est ça le move de Le Pen. Et du coup, je pense que ça peut vraiment lui jouer des tours pour la présidentielle. Mais voilà, on se posait la question de et Bardella dans tout ça pour essayer de comprendre peut-être les différents scénarios et ce qui peut se passer par rapport à Jordan Bardella. C'est bien d'essayer de penser un peu sur le temps long aussi. Il y a déjà eu des dissensions au sein du RN et du FN avant que ça soit le RN. Et notamment, du coup, comme on disait, Florian Philippot. Florian Philippot qui était le fidèle bras droit de Marine Le Pen, qui était un peu Bardella avant l'heure, le mec qui faisait les tours de plateau télé, qui arrivait à bien parler aux gens, qui était Je ne sais pas ce un que très c'est que très bon super client pour les profit. médias. Et au final, elle a fini par le jarter, en mode genre non, Bardella il est mieux. Il s'est fait jarter salement. Et Florian Philippot, il a fondé son parti, les Patriotes, essayé de se recycler dans le complotisme, les trucs anti-vax et le Frexit, mes couilles là. Il s'est fait jarter salement. Et à l'époque de Jean-Marie Le Pen, à l'époque du Front National, il y a eu tout le truc Bruno Maigret. Bruno Maigret, c'est un mec qui, au sein du FN, a essayé de créer une autre ligne au sein du FN, une ligne pour contester la ligne de Jean-Marie Le Pen. Ça n'a pas pris, il s'est fait éjecter. Jean-Marie Le Pen, il est en mode t'as essayé de me trahir ? Casse-toi. Donc il y a deux choses. On a déjà eu une jurisprudence, on va dire, au sein du Front National, où Jean-Marie Le Pen a dit t'as essayé de me trahir, t'as pas été fidèle au clan, t'as pas été fidèle à la dynastie Le Pen, bon c'était pas encore vraiment une dynastie, t'as pas été fidèle au clan, parce que c'est un parti clanique à l'origine, le Front National, il y a un côté très comme ça, c'est un parti d'extrême droite, c'est pas un parti comme les autres, c'est un parti clanique, mafieux, bon, très particulier quoi. Donc on a la jurisprudence Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, où il est en mode casse-toi, t'as voulu me trahir ? Ça dégage. Et là, il y a la jurisprudence Louis Philippot, Marine Le Pen, qui est pas en mode t'as voulu me trahir, casse-toi, mais plus j'ai trouvé un bras droit, j'ai trouvé une créature plus efficace que toi, Jordan Bardella, donc casse-toi. Voilà. Est-ce que Bardella, il pourrait pas se faire grand remplacer par un meilleur bras droit, premièrement ? Peut-être Jean-Philippe Tanguy, premièrement. Jean-Philippe Tanguy qui est resté un archi-fidèle de Marine Le Pen, qui a défendu corps et âme la fameuse ligne populiste au sein du RN, y compris à un moment où il y avait d'autres cadres du RN qui étaient plutôt team Bardella, vous voyez ? Déjà, premièrement, Jean-Philippe Tanguy qui est vraiment sur une ligne Marine Le Pen mariniste absolue. Un fidèle parmi les fidèles. Philippe Tanguy, qui passe très bien dans les médias, malgré son cheveu sur la langue et tout, c'est pas évident, mais ça lui met une certaine sympathie. Il a son côté de normalisation, dédiabolisation. Il suffit de voir chez Sam Zira comment il était. Il est très bon sur la dédiabolisation et dans les médias, ce qui est à la base le rôle de Jordan Bardella, littéralement. Il est issu à la base plutôt de la droite souverainiste. C'est pas un facho de père en fils, voilà. Donc il a un remplaçant potentiel en la matière de Jean-Philippe Tanguy. Jordan Bardella, qui fait qu'il pourrait avoir un scénario à la Florian Philippot qui s'était fait remplacer par Bardella justement, premièrement, et deuxièmement, est-ce que toute cette séquence où Bardella était pressenti pour être le candidat finalement, qu'il a commencé à prendre de l'indépendance au sein du parti, qu'il a commencé à proposer une ligne qui s'éloignait de la ligne populiste de Marine Le Pen pour être sur une ligne plutôt libérale, de rapprochement des milieux patronaux, mais couilles là, est-ce que c'était pas un début de trahison, un peu comme Bruno Maigret avait voulu faire avec Jean-Marie Le Pen à l'époque ? Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà ces deux trucs qui sont déjà un peu là au sein de Jordan Bardella ? Est-ce qu'il n'a pas déjà un peu commencé à trahir au moment donné où il s'est enflammé et qu'il s'est dit ça sera moi le prochain président et qu'il a pris trop d'indépendance par rapport à la ligne de Marine Le Pen, premièrement ? L'aspect trahison. Est-ce qu'il n'a pas un remplaçant tout désigné en la personne de Jean-Philippe Tanguy ? Est-ce qu'il va pas se faire savonner la planche et éjecter salement Bardella pour cette raison ? Franchement, c'est de la politique fiction.
Mais la question se pose vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Et la politique, c'est un monde cruel. Hein. Marine Le Pen, elle n'aurait aucun état d'âme à dire bah casse-toi, Bardella, je suis trop meilleur que toi. Allez, t'étais qu'un outil depuis le début. Moi, j'y crois. Hein. J'y crois. Hein. J'y crois. Et du coup, se pose la question du timing. Si c'est vraiment ça, si Marine Le Pen va finir par éjecter Bardella parce qu'en fait, il lui sert plus à grand chose, il a trop fait le malin, quand est-ce que ça va être fait? Pendant la présidentielle? Avant la présidentielle? Après la présidentielle? En cas de victoire de Marine Le Pen, elle le ferait avec une fois au pouvoir? En cas de défaite de Marine Le Pen à la présidentielle, elle commencerait à l'éjecter après la présidentielle? Se pose la question du timing. Moi, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez le chat, je pense que si effectivement Marine Le Pen va finir par dégager Bardella, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je pense que ça se fera après la présidentielle. Parce que je pense que là, la méta, le duo Marine-Jordan, vous voyez, il est quand même ancré depuis assez longtemps. Il a fait ses preuves. Je pense qu'elle va pas s'en passer pendant la présidentielle, mais qu'après la présidentielle, ça risque de savonner la planche et puis éjecter Bardella d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà. Qu'elle ait gagné la présidentielle ou qu'elle ait perdu la présidentielle. On peut même imaginer qu'elle le met Premier ministre dans un premier temps en cas de victoire et qu'après, ça dégage rapidement en mode merci pour les services rendus, mais on s'en fout, quoi. Tel les sites, exactement. Tel les sites. Donc il sera pas Premier ministre? Je sais pas, c'est de la politique fiction, mais plusieurs scénarios sont envisageables. C'est envisageable qu'au final, elle le mette Premier ministre et puis finisse par changer de gouvernement et dire allez, casse-toi. Ah, faut se rappeler d'un truc, c'est que si jamais Marine Le Pen est élue président de la République, avec toute l'histoire de procès, de bracelet électronique, etc., les législatives, c'est absolument pas dit qu'elle ait une majorité absolue. Hein. Parce que moi, je pense que si c'est ça, Mélenchon, il va refaire un coup de il faut m'élire Premier ministre, les fascistes ont gagné le pouvoir, il faut les empêcher d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Tous avec moi, les gens! Il y aura un truc comme ça, les législatives vont être hautement politiques. C'est hautement probable que Marine Le Pen, si elle est élue présidente, n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée. Et si elle n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, comment elle fait pour nommer, comment elle fait pour avoir les mains libres pour nommer son Premier ministre? C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. Donc c'est pour ça, faire de la politique fiction, il y a énormément de paramètres et faut faire attention avec ça, quoi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que politique fiction ou pas politique fiction, il y a déjà 2-3 trucs, des pistes de réflexion qu'on peut avoir. Est-ce que Marine Le Pen est pas en train de faire un pari extrêmement risqué qui pourrait se retourner fort contre elle? Moi, je pense que oui, et que c'est sa strat, et qu'elle a dit je m'en bats les couilles. Et est-ce que Bardella, il va pas se faire totalement niquer par Marine Le Pen aussi, quoi. Voilà. Au contraire, il va essayer lui-même de faire un move. Mais si je pense qu'il essaie de faire un move, Bardella, peut-être se barrer du RN, fonder son mouvement et quoi, sur quel espace politique? Il va arriver dans l'espace politique d'Éric Ciotti, de Bruno Retailleau? Il va rien faire. Hein. Il va faire comme Florian Philippot, il va créer son parti moisi et puis devenir anecdotique, quoi, peut-être. Macron a gouverné plusieurs années sans majorité à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais à voir. Moi, si Marine Le Pen gagne la présidentielle, je me dis que y aura un mouvement de fond qui fait que quand même les législatifs peuvent mal se passer pour elle. Après, il y aura probablement une alliance avec LR et compagnie. Donc ça peut puer la merde, mais il y aura probablement une alliance à gauche assez large pour essayer juste de l'empêcher de trop gouverner. Hein. Vous voyez? En pur terme arithmétique. Et puis juste, les amis. Alors, on va finir là-dessus. On va finir cette séquence là-dessus. Le but, c'est de gagner la présidentielle pour la gauche. Et quand je dis la gauche, je parle de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Que ça soit Bardella, que ça soit Marine Le Pen, qu'elle ait un bracelet électronique ou pas. Dans tous les cas, le but, c'est de gagner. Le but, c'est de vaincre ce putain de RN de merde au premier ou au second tour, comme a dit Méluche l'autre jour. C'était peut-être Clémence Guettet, je m'en souviens plus. Et la dynamique est de notre côté. Encore une fois, là, tout ce vent d'espoir qui s'est levé un peu ces dernières semaines, ces dernières semaines. Vous avez vu, j'étais assez doumeur et là, j'ai fait plein de trucs, plein de moments en live où j'étais en mode, le vent est en train de tourner ou quoi? On peut gagner. Moi, j'y crois. Hein. J'y crois toujours. Hein. Là, on est en mode genre, aïe, Marine Le Pen, tatati tatata. Déjà, si elle a le caillou dans sa chaussure, qui est le bracelet électronique et le procès qui tombe en cassation, qui tombe en pleine campagne, déjà, ça la fout un peu dans la D, premièrement. Et deuxièmement, là, cette dynamique, ce mouvement-là, Mélenchon, qui est en train de rebattre les cartes à gauche, ces débuts de ralliement qu'on voit à droite, à gauche, justement. Ce truc où il arrive, vénère, cette dynamique, cette campagne incroyable qui va être menée par tous les insoumis, plus déter que jamais. Moi, j'y croyais il y a un mois, j'y crois encore maintenant. Hein. Sans ça, c'est mort. Moi, j'arrête de streamer et puis je me remets à jouer à World of Warcraft avec Krone, tiens. Premier degré, je suis extrêmement sérieux quand je dis ça. Dans tous les cas, que ça soit Le Pen avec bracelet électronique ou Bardella ou Le Pen sans bracelet électronique, le but, c'est de les enculer au second tour. Et ça, on peut y arriver. On peut y arriver si la dynamique est de notre côté. Et la dynamique est de notre côté. Et en faisant une belle campagne. Et ça, moi, j'y crois encore. J'y crois encore. Vraiment. Et donc ça change pas. Dans tous les cas, c'est la même campagne à mener. Que ça soit un guignolo sous l'autre,
ça soit Connard 1 ou Connasse 2, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est la même campagne à mener. C'est le même bulldozer à faire rouler comme ça. Bram, bram. Fight the Empire. Exactement. Exactement. Il n'y aura pas de second tour. Ouais, dose. Mais voilà, ça change pas. Ça change pas. Et que ça permette de gagner au second tour. Enfin, je veux dire, cette dynamique, elle existe. Et même, imaginons, Marine Le Pen gagne le second tour de la présidentielle face à un Mélenchon second tour. Vous imaginez la dynamique que ça enclenche pour les législatives? La dernière fois, il y a eu la NUPES. Hein. Il a juste fait 22%, il n'était même pas au second tour. Il y a eu la NUPES. Ça a mis la Macronie en minorité instantanément. Il n'y a jamais eu autant de députés LFI et de députés de gauche de manière générale à l'Assemblée. Là, je peux vous dire que si jamais Mélenchon est un candidat malheureux face à Marine Le Pen sous brasse électronique qui fait littéralement une Donald Trump en France, est-ce que ça va passer pour les législatives? Voilà. Je veux dire, même si Marine Le Pen gagne face à un Mélenchon au second tour, je veux dire, tout espoir est même pas terminé. Il y a moyen de la niquer aux législatives. Et puis après, voilà, on va bouffer de la merde pendant 5 ans si ça arrive, mais la lutte continue. Et dans tous les cas, voilà. On y va, let's go, et à la fin, on va les baiser, quoi. Voilà, ça sera ma conclusion. Et si on n'arrive pas à les baiser, on les baisera la prochaine fois. Dans tous les cas, si on commence à arrêter d'avoir espoir et surtout arrêter de se battre, bon, bah là, c'est fini. Hein. Là, c'est finito. Voilà. Je fais trop confiance aux macronistes alors qu'ils ont voté la loi de Jean-Marie Le Pen, permis de tuer pour les flics. Mais je pense que les macronistes, pour les législatives de 2027, ils vont vraiment fondre comme neige au soleil, en fait. Justement, hein. Il y aura d'un côté l'alliance droite-extrême droite, de l'autre côté une alliance de gauche probablement un peu étendue parce que front antifasciste mes couilles. Je pense que les macronistes là-dedans ils vont pas servir à grand chose. Hein. Ça serait une variable d'ajustement assez minimale. C'est pour ça que pour les législatives je me dis voilà. Le macronisme existe déjà plus en vrai. Voilà, ça commence à être un mirage. Hein. Si le second tour c'est Bardella, Le Pen, Mélenchon, les macronistes aux législatives vont faire quoi? Ils vont se baver dessus et faire caca dans leur culotte. Hein, voilà, très clairement. Hein. Ils sont avec Édouard Philippe et s'allier à la droite. Ou peut-être pas, peut-être qu'ils se diront bah nous notre espace politique c'est le centre et qu'on garderait une tripartition bizarre et après on verra quoi, après on verra. Mais bon. On verra. Voilà. En tout cas, faut continuer d'y croire. Moi je continue d'y croire. Il faut continuer de se battre le plus fort possible. Voilà. Bon. Je vais faire ma petite conclusion pour YouTube du coup. Voilà, là, il n'y avait pas de. On n'a pas lu l'article, on n'a rien vu, on a lu un tweet vite fait à un moment donné. Sinon, c'était que du chatting. C'était vraiment du just chatting au sens propre. Mais c'est cool, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je pense que la séquence était bien. Donc, la team YouTube, si vous trouvez ça intéressant, si vous avez appris un peu des choses, si vous êtes en mode genre, ok, je vois mieux là les trucs par rapport à la Cour de cassation, les différents scénarios. Si vous avez trouvé que cette analyse était basée et que le dialogue qu'on a eu avec le chat était constructif, vous avez bien aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Mettre un petit commentaire pour donner votre grain de sel, donner votre avis. Et pourquoi pas booster la vidéo. Si vous êtes sur l'application YouTube portable ou tablette, après avoir liké, vous pouvez utiliser un de vos 3 boosts hebdomadaires. Et si vous boostez bien, ça met dans les tendances et après, c'est cool. Ça donne de la visibilité. Ça a très bien marché par exemple avec la VOD sur Quotidien. Sur la VOD que j'ai fait sur Quotidien. J'ai jamais eu une VOD qui a fait autant de vues. Elle était numéro 13 des tendances grâce au boost. Donc boostez-moi ça. Et voilà. Et Marine Le Pen, Bardella, brasse électronique ou pas brasse électronique, on va les baiser et ça sera le mot de la fin.